invité Emmanuel Todd, anthropologue, historien, bonjour. Bonjour. On parle beaucoup de vous, Emmanuel Todd, à l'occasion de la sortie de votre livre intitulé Qui est Charlie? Sociologie d'une crise religieuse aux éditions du Seuil. Le Premier ministre a même écrit une tribune hier dans Le Monde pour vous répondre d'une manière assez sèche d'ailleurs. Vous l'avez lu, évidemment, je vais revenir sur ce que dit sur ce qu'a dit Manuel Valls. Mais votre livre est présenté ici ou là comme un pamphlet contre le 11 janvier, contre ce qui s'est passé dans les rues de France le 11 janvier. C'est ça ou pas? Non, il y a une amorce, il y a une introduction qui peut paraître assez brutale, une mise en question de la bonne conscience des gens du 11 janvier. Vous parlez de manifestation de fausse conscience, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et donc, je dis bien que moi, je ne suis pas allé parce que je désapprouvais l'idée de se battre pour l'obligation de caricaturer Mahomet sur le personnage central de la religion d'un groupe le plutôt périphérique de la France. Ça me paraissait pas très classe, parce qu'il y a un 20e de population musulmane en France. Mais je suis tout à fait pour le droit au blasphème. Moi, je me bats pour le droit au contre-blasphème, si on veut dire. Mais l'essentiel du livre n'est pas dans l'ordre de l'émotion ou de la morale. C'est une tentative de reprise en main scientifique et de réflexion sur ce qui est vraiment passé. Oui. Et donc, en fait, au lendemain de la manifestation, en regardant la carte des intensités du nombre de manifestants dans toute la France, j'ai eu immédiatement l'intuition qu'il y avait un phénomène de fausse conscience, c'est-à-dire que ce que les journalistes racontaient sur les manifestations, et probablement sur ce que les manifestants spécialement parisiens d'ailleurs, se racontaient sur l'ensemble des manifestations, était faux. Parce que quand on fait la carte de l'intensité des manifestations, quand on confronte cette carte, qu'est-ce qu'on voit? On voit des intensités, je veux dire, très fortes dans les anciennes provinces de tradition catholique, on voit des intensités très faibles dans les anciennes provinces de tradition laïque. Et donc, si vous êtes historien, anthropologue, spécialiste de sociologie religieuse, vous voyez des gens qui défilent au nom de la laïcité, de la défense de la laïcité, en masse dans les régions qui jusqu'à récemment étaient très religieuses, et vous voyez les vieilles régions laïques beaucoup moins motivées. Vous vous dites, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qu'il faut interpréter. Alors, dans l'introduction, on va parler de l'introduction, puis après on parlera du reste du livre, parce que c'est un tout, ce livre. Mais dans l'introduction, vous parlez d'accès d'hystérie. Vous dites il y a une islamophobie des classes moyennes, une dévotion européiste des élites, un mépris du peuple. Une partie de la France n'était pas là, un flash totalitaire, manifestation de fausse conscience, je le disais. Vous êtes très rude. Non, alors écoutez, on peut voir ça comme ça, mais je veux dire, il faut voir l'ambiance de l'époque. Les gens ne pouvaient vraiment... D'abord, on entendait des choses affreuses, ce qui est actuellement nié. Mais c'est tout à fait vrai qu'il y avait, au-delà de la belle conscience de la manifestation, on entendait tout autour de soi, dans ces classes moyennes auxquelles j'appartiens. C'est mon milieu, je le connais. Des trucs... Les gens se lâchaient. Privilégiés, nous sommes partie de ces classes moyennes. J'ai senti tout à fait un début de lâchage sur islamophobe, des choses que j'avais jamais entendues, des choses, je dirais, très étranges. Et souvenez-vous, je veux dire, cette époque où on a convoqué des gamins de 8 ans dans des commissariats de police parce qu'ils avaient dit des absurdités sur les frères Kouachi. C'était une époque où l'État impose des minutes de silence dans les écoles, et les élèves indisciplinés ou qui sont réticents et qui n'obéissent pas à l'injonction sont traités comme des terroristes potentiels. C'est ça que j'appelle un flash totalitaire. Et la France se raconte des histoires sur sa propre tradition politique. C'est-à-dire que, moi je suis historien, et donc c'est vrai que la France, c'est l'un des lieux de naissance de la démocratie libérale et d'une démocratie libérale égalitaire, et les deux autres lieux de naissance, c'est l'Angleterre et les États-Unis. Mais la France a en elle-même quelque chose dont les États-Unis et l'Angleterre ne sont pas capables, c'est-à-dire la sécrétion de régimes autoritaires et de tendances autoritaires à des moments particuliers. Il y a eu les deux Bonaparte, il y a eu le régime de Pétain. Ça n'est pas vrai que la tradition française est simplement libérale. Et il y a toujours dans ce pays la menace que des forces, des zones, des secteurs
prennent le contrôle et entraînent la France vers des formes d'expérience autoritaire. Il y a une tentation autoritaire aujourd'hui? Il y a une composante autoritaire dans la culture française qui est plutôt logée dans la vieille tradition. Et elle s'est affirmée le 11 janvier, donc. Qui est plutôt, je dirais, associée à la tradition hiérarchique catholique. C'est-à-dire la France centrale est vraiment libérale, même on peut le dire anarchiste, incontrôlable, et comme elle est majoritaire, elle assure que dans la durée du temps, la France est incapable d'un régime totalitaire, elle est même probablement incapable d'avoir un régime autoritaire très longtemps, mais dans la périphérie de traditions catholiques hiérarchiques, il y a des traditions d'obéissance, de soumission à l'État ou à l'Église qui font que vous pouvez avoir des moments dans l'histoire de France où l'autoritarisme peut l'emporter dans certaines circonstances. Alors je vais aller jusqu'au bout, parce que vous parlez d'autoritarisme, vous dites nous sommes en train de vivre l'avènement d'une néo-république inégalitaire, vous dites nous vivons une hystérie laïciste, et vous posez la question, est-ce que le PS est xénophobe? Alors, là c'est un peu vaste, hein, vous me faites baliser le champ, c'est une question qui prend tout le champ du bouquin, c'est bien, mais alors, c'est tout le champ du livre. Voilà, alors, parce qu'on a réduit ce livre à l'introduction. Est-ce que vous pouvez diviser la question en trois? La première, c'était quoi? La première, c'était l'avènement d'une néo-république inégalitaire. Néo-république inégalitaire. Alors, quand on constate que cette manifestation était remplie de professions intellectuelles supérieures et de cadres, de gens plutôt de tradition. Si, ça, les coefficients de corrélation, la technique statistique utilisée montre une corrélation extrêmement élevée. Les régions les villes de population ouvrière ont très peu manifesté. Et donc, vous avez ces gens qui sont sympas, c'est mon monde, c'est autour de moi. Bon, vous voyez, et qui sont là et qui agitent les idées de liberté, d'égalité, et qui elles-mêmes se pensent dans la tradition républicaine française traditionnelle, mais qui sont en fait le support, je dirais, d'un régime économique très dur pour les populations ouvrières, très dur pour les gosses d'immigrés. La France a une vision. Ça sort toujours quand on parle des pays anglo-saxons, on les regarde de haut comme si c'était les lieux de l'inégalité, d'un libéralisme sauvage, et les Français se gargarisent toujours de satisfaction en pensant à leur état social. Mais la France est aussi la seule des grandes démocraties avancées qui accepte de vivre avec un taux de chômage à 10% comme si c'était normal. Vous voyez, c'est tout à fait extraordinaire. Donc il y a une sorte de décalage entre ce qu'est la France vraiment et ce que, je dirais, le discours national se raconte sur lui-même. Et bien entendu, le Parti socialiste, je dirais, est au cœur de cette fausse conscience. Il est, à vrai dire, ce que montre le livre, c'est que le Parti socialiste, dont la croissance a commencé dans les années 60, qui a, si on peut dire, remplacé le Parti communiste comme parti central de la gauche, et probablement, c'est la conclusion fondamentale de ce livre. Exactement. C'est-à-dire c'est très politique. Non, c'est-à-dire que la manifestation du 11 janvier, sa structure socio-professionnelle, religieuse, qui est la même d'ailleurs que celle du oui à Maastricht, il y a une sorte d'isomorphisme total, est une clé d'entrée extraordinaire pour comprendre le système de pouvoir. Européistes, vous dites tous, la plupart de ceux qui ont manifesté sont des européistes vraiment forcenés. Non, on ne dirait plus ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au moment de Maastricht, si vous voulez, on retrouve le même bloc. Il y a un concept qui est le bloc MAS, si vous voulez. Alors, M, c'est pour classe moyenne, A, c'est pour personnes âgées, et Z, c'est pour catholiques zombies. Donc vous avez le bloc MAS qui tient la France. Donc, au moment de Maastricht, en 92, le bloc MAS, on le voit sur la carte, sur ce le bloc MAS est optimiste. Donc il accouche, grâce au Parti socialiste, du traité de Maastricht, du projet de monnaie unique, de l'euro. Comme on est dans un contexte de reflux des croyances religieuses, j'aurais tendance à penser que l'euro est un substitut. Alors là, la monnaie unique est un substitut de l'unique, mais là, on est plus de 20 ans plus tard, et il est parfaitement clair que le projet d'euro a totalement foiré. Le rêve européiste est en capilotade, on est dans un monde qui ne sait plus où il va, qui désespère, et ce qui m'effraie, c'est que, et ce que symbolisait pour moi cette manifestation pleine de bonne conscience, c'est que ces classes moyennes, ou ce bloc MAS,
comme on peut dire, ce bloc mince qui était optimiste est en train de virer pessimiste, anxieux. Il est comme au centre d'un monde assiégé avec, je dirais, des ouvriers relégués au fond des départements où l'industrie pourrit, des gosses d'immigrés désocialisés par des taux de chômage créés par la gestion économique. Et dans ce bloc mince, l'européisme sympa est en train menace d'être remplacé par une forme assez subtile, mais quand même assez ferme d'islamophobie. Bonjour à tous. On se souvient tous de cette attaque terroriste survenue le 7 janvier 2015 contre le journal satirique Charlie Hebdo. Plusieurs journalistes et dessinateurs de ce journal sont assassinés froidement par les deux frères Kouachi. Ce crime avait chagriné tout le pays. Pour rendre un hommage aux journalistes tués, le gouvernement lancera un appel pour l'organisation d'une manifestation qui se déroulera quelques jours plus tard, le 11 janvier 2015. Mais comme vous allez le lire, le grand maître de la loge maçonnique du Grand Orient de France relaiera cette information en demandant à tous les francs-maçons de se joindre à la grande manifestation du 11 janvier 2015, qui avait été réclamée par le grand franc-maçon du pays de l'époque, qui s'appelait François Hollande. Parce que bien que vous l'ignoriez pour certains, François Hollande fait partie de la loge maçonnique du Grand Orient de France. Bien entendu, toute la presse affiliée à la franc-maçonnerie se mobilisera aussi pour surmédiatiser cet appel à la manifestation du 11 janvier. Et le peuple de France, qui croyait venir manifester pour la liberté d'expression, se retrouvera, en fait, malgré lui, engagé dans une marche pour la gloire de l'idéologie franc-maçonne, dont certains des journalistes excellent dans l'art du blasphème. Et comble de l'ironie, ce journal satirique qui blasphémait à longueur de journée le pape et son institution religieuse, sera finalement vénéré par les régions les plus catholiques du pays en ce jour du 11 janvier 2015. C'est bien étrange. Ce n'était plus le religieux qui s'exprimait ce 11 janvier 2015, mais bien l'esprit nationaliste. Puisque, comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, beaucoup de mouvements extrémistes de droite se réclament du christianisme. Et sachant que beaucoup de ces partis, les membres de ces partis ne vont même pas à l'église, et ils se permettent de se focaliser sur la France chrétienne. Donc, en réalité, à travers le terme chrétien, c'est bien un nationalisme qu'ils véhiculent, puisque la foi, en réalité, s'en contrefout complètement. Aveuglés par leur haine raciale, beaucoup de ces fidèles catholiques sont venus se joindre à la corde des francs-maçons pour rendre un vibrant hommage à un journal qui insultait la ferveur catholique à longueur de journée. Lorsque M. Emmanuel Todd, dont vous venez de voir un petit extrait, avait dénoncé cette contradiction dans son livre « Qui est Charlie ?», il s'était fait lyncher médiatiquement parlant par tous ceux qui véhiculent l'idéologie libertaire chère à la franc-maçonnerie. Et cette idéologie du tout libertaire s'exprime par l'intermédiaire de nos hommes politiques, de certains journalistes et de beaucoup d'intellectuels, dont la caste des philosophes. Et pour remercier la loge du Grand Orient de France de son vibrant hommage, Charlie Hebdo publiera une année après le carnage du 7 janvier 2015 un nouvel édito où les dessinateurs s'étaient appliqués à représenter une pyramide franc-maçonne. Là, vous le voyez là. Bon, certains s'amusent à nous dire que oui, c'est la représentation du dieu. Non, non, il ne faut pas être idiot quand même. C'est bien un sigle franc-maçon qui montre bien que ce journal est d'obédience franc-maçon. Beaucoup de ces journalistes qui avaient été tués étaient adeptes de certaines loges franc-maçonnes. L'attaque du Bataclan, par exemple, n'avait pas suscité un tel émoi, parce que la franc-maçonnerie n'avait pas été ciblée lors de ce deuxième carnage. Eh ben oui. On vous a mobilisé non pour que vous veniez manifester pour le droit à la liberté d'expression, ou voire au blasphème, ça dépend comment on voit les choses, mais c'est surtout pour rendre hommage à la franc-maçonnerie qui a été décimée lors de cette attaque de Charlie Hebdo. Par exemple, dans la lettre d'information du site extranet du Grand Orient de France, datée du 9 janvier 2015, soit 2 jours avant la grande manifestation, Daniel Keller, qui est le grand maître du Grand Orient de France, rendait un hommage appuyé au rédacteur de Charlie Hebdo appartenant à la franc-maçonnerie. Mais bien sûr, tous ces liens des rédacteurs de Charlie Hebdo avec la franc-maçonnerie n'avaient sans doute rien à voir avec leur goût prononcé pour le blasphème et le sacrilège.
Bon, là, je vais vous lire la fameuse circulaire du Grand Orient de France du 8 janvier 2015. Le Grand Orient de France était présent hier soir à la place de la République pour partager l'émotion des milliers d'anonymes venus exprimer en silence leur soutien au convoi mené par Charlie Hebdo. Tous n'étaient pas des lecteurs de Charlie, mais tous avaient conscience que Charlie était l'un des porte-drapeaux de la démocratie, à laquelle nous sommes attachés et pour laquelle les journalistes de Charlie se sont battus au quotidien sans jamais fuir les risques qu'ils avaient pour cela accepté d'encourir. Oui, ils étaient tous les résistants d'une guerre sans visage que le terrorisme prétend nous imposer de manière abjecte et lâche. Là déjà, vous voyez, quand on dit que les porte-drapeaux de la démocratie, je pense que les fondateurs de Charlie Hebdo, s'ils savaient comment était devenu leur journal, je pense qu'ils s'en retourneraient dans leur tombe là. Parce que c'est devenu un journal satirique presque beauf, qui côtoie le nationalisme avec les milieux financiers et la franc-maçonnerie, c'est pour vous dire. Ce qui est devenu, d'ailleurs, je ne comprends pas l'attitude des journalistes, ils devraient même arrêter de travailler dans ce journal, puisqu'il n'a plus les valeurs qu'il représentait. D'ailleurs, vous allez me dire, c'est quoi les valeurs? Les valeurs, c'est le droit au blasphème. Ben, si c'est ça, la valeur de la République, je pense qu'on est mal parti. Dans ces circonstances, je tiens tout d'abord à souligner le puissant élan de compassion exprimé par les membres de notre obédience qui de tout horizon ont manifesté leur émotion, mais aussi leur volonté de se mobiliser afin que nous, vivants, soyons dignes de ceux qui ont été victimes de cette barbarie aveugle. Bon là, c'est toujours le responsable du Grand Orient de France qui parle. Je voudrais aussi avoir en ces instants une pensée pour les loges de notre obédience qui viennent d'être cruellement endeuillées, à savoir la loge Lux Perpetua à l'eau de Clermont-Ferrand, avec le décès de notre frère Michel Renaud, la loge Roger Leray à l'eau de Paris 4, avec le décès de notre frère Bernard Maris. Je transmettrai à chacune d'entre elles, ainsi qu'aux familles de nos frères disparus, l'expression de la sympathie de l'ensemble du Conseil de l'Ordre dans ces moments douloureux. Notre compassion s'adresse également aux parents de Tinius, membre de la loge Aletheia à l'eau de Paris 1, aux frères de la loge Harmonie Évolution de Cholet dont le fils a été blessé, ainsi qu'à la veuve de Wolonsky qui est membre de la Grande Loge française, féminine française. Enfin, au nom du Grand Orient de France, j'adresse mes condoléances les plus attristées aux familles des agents de police qui ont été tués dans l'exercice de leur mission. Et puis là, bon, comme vous le voyez, on ne précise pas l'origine ethnique du policier qui a été abattu froidement par le frère Kouachi, bien entendu, bah oui. Dans ces instants particulièrement, parce que c'est le seul qui aura été abattu lors de cette attaque, c'est un policier d'origine maghrébine. Dans ces instants particulièrement dramatiques, le Grand Orient de France a décidé, au-delà des témoignages de compassion, de s'engager conformément aux principes qui sont les siens de plusieurs manières. Le Grand Orient participera dans un esprit d'unité maçonnique aux côtés de l'ensemble des obédiences libérales et dogmatiques, en cordant la manifestation républicaine qui aura lieu dimanche 11 janvier. Le lieu et l'heure du rassemblement vous seront communiqués dès qu'ils seront connus. 2. Le Conseil de l'Ordre convie les frères et sœurs de l'obédience à prendre part à une tenue spéciale. Donc là, vous venez de comprendre que la franc-maçonnerie a tout fait pour mobiliser le maximum de personnes. Pour cela, elle s'est servi de ses loges, de son réseau médiatique, et des intellectuels, et philosophes et journalistes. Donc, à travers tous ces organismes, elle va essayer de mobiliser le maximum de personnes pour qu'ils viennent manifester afin de rendre hommage, non pas à Charlie Hebdo, mais à la franc-maçonnerie qui se cachait derrière Charlie Hebdo. Bon, je reviens à ce fameux policier d'origine maghrébine. Comme vous l'avez remarqué, nos médias n'ont pas trop insisté sur l'origine maghrébine de ce policier, pour une simple raison. Les attaquants étaient deux maghrébins, donc l'accent avait été mis sur l'attaque terroriste faite par des islamistes musulmans. Donc si à côté de ça vous dites que le policier qui a été abattu était d'origine arabe aussi, ça prête à confusion. Donc on a parlé du policier en nous faisant croire que c'était un policier français qui s'est fait abattre. Voilà, ça fait un peu, c'est un peu le choc des civilisations. Des maghrébins terroristes qui tuent un policier français. C'est pour cette raison que les médias n'ont pas trop insisté sur l'origine ethnique de ce policier. Et oui, c'est du machiavélisme, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise vous êtes allé manifester le 11 janvier en pensant
venir pour la liberté d'expression. D'ailleurs, que veut dire la liberté d'expression dans un pays où une oligarchie contrôle complètement la politique et l'économie du pays. Et vous travaillez pour des salaires misérables, des SMIC, hein, qui ne vous permettent même plus de vivre décemment, avec un pouvoir d'achat qui s'écroule depuis quelques années. Et vous allez manifester pour la liberté d'expression que ces chers francs-maçons nous imposent. Hein, parce que si M. Hollande a décidé d'organiser ce genre de manifestation, c'est pour une raison fort simple. Lui-même fait partie de la loge du Grand Orient de France. Il n'a fait qu'appliquer, obéir aux ordres que la loge lui avait demandé. Hein. Et c'est ça le problème avec les députés francs-maçons ou les présidents qui sont francs-maçons qui deviennent présidents. Hein. Ils continuent d'obéir à leur loge franc-maçonne. Bah oui, c'est ça le problème. C'est pour cette raison qu'en réalité, on devrait, tout homme politique qui est franc-maçon devrait le dire. Parce que le problème, c'est que, comme le disait Mélenchon, oui, ça ne vous regarde pas si. Dès l'instant où vous prenez le pouvoir d'un pays, vous devenez président d'un pays de la République, on veut savoir si vous êtes autonome ou si vous êtes sous l'influence d'un groupe secret. Donc c'est pour cette raison que l'idéal serait de savoir si certains députés ou candidats à la présidentielle sont francs-maçons. Mais ça, pour l'instant, on ne nous le dit pas. Mais je pense que dans le futur, ça commencera à circuler, bien que, comme vous le savez, la franc-maçonnerie contrôle les 3/4 du réseau médiatique, du moins, surtout les gens qui lui sont fidèles, du moins, à l'idéologie libertaire de cette franc-maçonnerie. Bon, là, vous voyez hein, le numéro de Charlie Hebdo, un an après le carnage, hein, au-dessus du vieil homme, là, vous avez un triangle avec un œil à l'intérieur. Hein, c'est vraiment le signe de la franc-maçonnerie. Donc là, c'est voilà, c'est clair comme de l'eau limpide, j'allais dire. Hein. Donc avant de descendre manifester, il faut savoir pour qui vous allez manifester. Hein. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.